Ce podcast est soutenu par notre partenaire La Fourche, le meilleur du bio en ligne livré partout en France. Lafourche.fr, c'est une épicerie bio en ligne qui propose plus de 4000 produits engagés et de qualité, jusqu'à 50% moins cher qu'en magasin bio. Et grâce à La Fourche, fini la charge mentale des courses. Et en commandant sur leur site internet ou sur leur application, les adhérents gagnent en temps, en simplicité et retrouvent le plaisir de faire les courses. Alors La Fourche vous offre exceptionnellement moins 20 € sur votre adhésion, soit 39,90 € au lieu de 59,90 € par an, avec ce code unique Métamorphose. Alors rendez-vous sur leur site internet lafourche.fr pour en bénéficier. Vous avez 1 mois pour essayer gratuitement, sans engagement, alors vous n'avez rien à perdre. À bientôt. Bienvenue dans la nouvelle série Métamorphose ma famille avec Nicole Prieur. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est thérapeute familiale, hypnothérapeute formée à l'hypnose de François Roustan et spécialiste de la famille. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages dont La famille, l'argent, l'amour et Petits règlements de compte en famille aux éditions Albin Michel. Alors durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Nicole Prieur de prendre confiance en soi pour éclairer et simplifier nos relations familiales. Une série absolument passionnante pour bien vivre au quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comme nous le savons, l'amour est un sentiment complexe qu'il faut apprivoiser. Alors comment mieux comprendre nos relations fraternelles, la place occupée dans nos familles, mais aussi construire et encadrer une relation fraternelle aimante lorsque l'on est parent. Afin de répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicole Prieur. Bonjour Nicole. Bonjour Anne. Alors on est ravis de se retrouver pour cette série qu'on inaugure. Je rappelle qu'on a fait déjà 2 podcasts ensemble précédemment, donc pour les personnes qui ont envie de nous réécouter, notamment sur votre livre sur les trahisons nécessaires. On avait fait un podcast complet là-dessus. Alors, cette fameuse place dans la famille, que l'on soit aîné, second ou cadet, est-ce que ça a finalement de l'importance et que pourrait dire la place de chacun, si elle dit quelque chose ? Oui, en effet, elle dit quelque chose. J'ai envie de dire, elle dit quelque chose, mais elle n'enferme pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on va grandir, on va pouvoir modifier un petit peu les fonctions, justement les injonctions qui sont liées à chacune des places. Alors, j'ai envie de dire, ça joue sur 2 plans. Déjà par rapport aux parents, il est certain que l'aîné est le lieu de projection des parents, et les parents attendent de l'aîné vraiment que l'enfant soit parfait. C'est vraiment la figure idéalisée de l'enfant. Donc l'aîné va porter un petit peu cette charge-là de devoir répondre à cette perfection attendue par les parents. Le cadet, si dans une fratrie de 2, le cadet va être un peu plus libre par rapport à ça, parce que du coup les parents ont compris que l'enfant idéal n'existe pas, donc il va pouvoir être en général un petit peu plus original, il va pouvoir oser être un peu plus lui-même. Ça, c'était par rapport aux parents, dans une fratrie de 2. Par contre, il y a aussi des enjeux différents entre les frères et sœurs. Oui. C'est-à-dire que l'aîné, quand le petit arrive, quand le deuxième arrive, éprouve quelque chose de l'ordre de la perte. Et ce n'est pas rien, ce n'est pas sans conséquence psychiquement. C'est-à-dire que la perte, c'est il avait une exclusivité, l'exclusivité du regard parental, de l'amour parental, et là il perd. Et il perd beaucoup. Il perd le soutien parental, ça peut aller même jusqu'à « est-ce que je continue à exister pour mes parents ?» Tandis que le cadet... c'est fort ça quand même. C'est très fort. Ça dépend un peu de l'âge, de la différence d'âge ou pas ? Ça dépend de l'âge. C'est vrai que une différence de moins de 3 ans, l'enfant n'a pas encore construit ce qu'on appelle le continuum d'existence, c'est-à-dire le sentiment que même quand il n'est pas présent auprès de ses parents ou quand les parents ne sont pas présents, le lien continue à exister. Et donc c'est vrai que quand le regard des parents se détourne vers le cadet, il ne comprend pas pourquoi c'est si important ce bébé qui pleure, il ne comprend pas et il peut avoir vraiment un moment d'angoisse existentielle qui peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Et pour le cadet, par contre, c'est une expérience de manque. Il lui manquera toujours les 2 ou 3 années ou les 4 années pendant lesquelles il n'a pas connu cette exclusivité de l'aîné. Et l'aîné ne cesse de lui rappeler
qu'effectivement, c'était bien quand il n'était pas là. Et j'ai rencontré souvent des petits-enfants qui étaient donc des cadets, dans cette fratrie de 2, qui étaient des cadets et qui avaient l'impression qu'il leur manquait des années d'existence, qu'ils étaient un produit pas fini. Ils vivent sur une question de manque. Donc l'aîné, les enjeux sont différents. L'aîné doit faire une place à l'autre, doit accepter l'existence de l'autre, et le cadet doit oser affirmer son existence et affirmer que même s'il lui manque quelques années par rapport à l'autre, il sait lire moins vite que l'autre, enfin, il pourra recevoir ses copains et ses copines un peu plus tardivement que l'autre, même s'il lui manque quelques années, ce n'est pas pour autant qu'il est un sous-produit quelque part. Oui, c'est ça. Et ils sont tirés justement vers le haut par leurs aînés. Oui, ils sont énormément tirés par leurs aînés parce que vraiment, les aînés sont des figures d'identification. Ne serait-ce que parce que les parents, et ça aussi ça peut être très lourd pour les aînés, les parents les montrent en exemple. Oui. Et on demande justement aux aînés de bien se tenir, de mieux se tenir, de montrer l'exemple. Donc, et c'est vrai que pour les cadets, quelque part, exister auprès de cette statue un peu indéboulonnable, oui, c'est ça. Ce n'est pas facile. Donc, l'un doit laisser une place à l'autre, et l'autre doit affirmer son existence, sa place et son identité. Alors, quid des suivants, rapidement, 3e, 4e, 5e position, on peut aller loin comme ça. Oui, tout à fait. Alors, le 3e, quand il y a une fratrie de 3, c'est vrai que c'est celui qui, par rapport auquel les parents sont le plus cool, quelque part. Alors, on peut avoir l'impression qu'il est le chouchou, parce que les parents, je crois qu'ils sont un peu fatigués d'avoir à contraindre les choses, et c'est vrai, lâche un petit peu plus. Quoi. Voilà, il laisse couler. Mais par contre, les 3e, dans une fratrie de 3, sont souvent rattrapés quand justement les deux aînés, les 2 grands sont partis, sont souvent rattrapés par des loyautés. C'est-à-dire que quand ils sont seuls face au couple, qui va plus ou moins bien, ou seul par rapport à un parent qui l'a élevé seul, il a du mal à partir, non pas parce qu'il a peur de partir, mais qu'est-ce que deviendra le couple de mes parents si je m'en vais ? Ah oui. Ou qu'est-ce que deviendra ma mère ou mon père seul si je m'en vais ? Donc, ils ont, j'ai envie de dire, une jeunesse plutôt agréable. Ils sont chouchoutés aussi par les deux grands, mais ils sont souvent pris par trop de loyauté qu'ils n'osent pas toujours trahir. Ça, c'est vrai pour le dernier, en fait, quelle que soit sa place. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, on va pas faire tous les chiffres, évidemment. On imagine que après, il y a des choses qui se rejouent quand il y a des enfants proches. Par exemple, s'il y a 2-3 qui sont proches avec cet écart de 3 ans, moins de 3 ans dont vous avez parlé. Tout à fait. Si on le retrouve dans les 4-5, voilà, avec ces différentes d'âge, c'est ça qui va se rejouer à chaque fois. Tout à fait. Et puis, j'ai envie de dire, la différence de sexe dans la fratrie. Oui. Si on a, par exemple, 2 filles ou 3 garçons, etc., là aussi, j'ai envie de dire, c'est un facteur qui va permettre des jeux d'alliance un petit peu différents. Dans une fratrie de 3 aussi, ce qui est intéressant à mettre en évidence, c'est que l'enfant du milieu est celui qui a non seulement fait l'expérience du manque en tant que second, mais qui va aussi faire l'expérience de la perte, puisque de nouveau il avait trouvé une place qu'il va perdre puisqu'il n'est plus le petit dernier. Mais en même temps, cette place du milieu dont on dit souvent qu'elle est un peu fragile, moi j'ai pu observer que ça donne des personnes, quand ils sont adultes, avec une capacité d'adaptation énorme. De temps en temps, il fait partie du clan des grands, de temps en temps il fait partie du clan des petits. Ouais. Et du coup, ils ont une capacité, à créer des jeux d'alliance très puissantes. Ils sont très malins, finalement. Non. Alors finalement, c'est quand même une bonne place, contrairement à l'inconscient collectif qui a l'air de dire que c'est une place un peu entre 2 chaises. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise place. Non, c'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui se joue en réalité dans une fratrie ? Est-ce que c'est déjà un lieu de souffrance potentielle ou de conscientisation de nos liens au monde ? Est-ce que c'est un des premiers lieux comme ça du rapport à l'autre ? C'est vraiment un des premiers lieux du rapport à l'autre, et c'est pour ça que moi, c'est vraiment un lien qui m'a toujours intéressée. Alors en tant que psy, parce qu'on vient souvent consulter, parce qu'il y a des jalousies, il y a des rivalités, il y a justement une souffrance, parce que les enfants, les uns ou les autres, ne trouvent pas leur place.
et cette souffrance-là peut avoir des conséquences vraiment très, très durables. Moi, ce que j'ai pu constater, donc en tant que psy, c'est que la souffrance liée au fraternel, je ne trouve pas ma place, mon frère ou ma sœur m'a insulté, j'ai l'impression de ne pas compter pour mes parents, etc. Cette souffrance-là perdure tout au long de l'âge adulte si on n'y travaille pas. J'ai pu recevoir des adultes de 40, 50, 60 ans même, qui évoquaient, par exemple, un cadeau d'anniversaire qu'ils attendaient quand ils avaient 5, 6 ans, qu'ils n'ont pas eu, alors que le frère ou la sœur l'avait eu. C'est-à-dire que les souffrances liées au fraternel perdure, et c'est vraiment une des premières expériences de souffrance au sein d'une famille. C'est le sentiment d'injustice, le sentiment de ne pas compter suffisamment, le sentiment surtout de ne pas être reconnu comme tel. Donc ça, c'est l'aspect, et ça peut avoir des conséquences sur la scolarité aussi, donc sur la construction de l'identité. On ne met pas assez en évidence que la relation au sein de du fraternel, en fait, du lien fraternel, ça structure, peut-être pas à la même hauteur, mais d'une manière très importante, ça structure son identité. Quand un enfant entend de la part d'un frère aîné ou pas aîné qu'il est nul, etc., ça finit par le fragiliser. Donc ça, c'est le côté psy qui est vraiment très très important dans ce lien-là. Et il y a le côté philosophe qui m'interpelle, c'est-à-dire que apprendre à faire une place à l'autre, apprendre à faire avec la différence de l'autre, j'ai envie de dire avec la résistance de l'autre à mon pouvoir aussi. Je ne peux pas prendre de pouvoir sur l'autre, et ça va être le rôle des parents d'avoir aussi un rôle à jouer là. De ne pas avoir... Donc toute cette expérience-là, pour moi, c'est vraiment une propédeutique à l'altérité. C'est vraiment là que l'enfant va apprendre à d'abord s'affirmer quand même, mais pas s'affirmer au détriment de l'autre. C'est tout un jeu, et c'est pour ça que c'est passionnant. Les relations fraternelles sont passionnantes, et j'ai envie de dire même sociétalement, puisque nous, on est quand même dans un pays où sur les frontispices de nos écoles, il y a liberté, fraternité, égalité. Donc je veux dire, et cette notion de fraternité, c'est vraiment un idéal vers lequel on peut tendre, et c'est vraiment accepter de savoir apprendre à faire une place à l'autre. Oui, on va rejouer ça en systémie dans nos relations quotidiennes, ensuite plus tard, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on va rejouer cette fratrie, enfin la famille en général et en particulier la fratrie, dans le travail, dans nos amitiés, même en couple, pourquoi pas? Oui, tout à fait. C'est vrai que cette relation-là va m'assigner quelque part à une place, à une position, et il y aura, comme vous dites, des fois au travail, dans le couple aussi, on pourra le voir, au travail, des situations qui vont peut-être me donner l'impression fantasmatiquement de rejouer quelque chose avec peut-être un chef qui veut se prendre pour mon aîné, par exemple. Donc effectivement, si je suis cadet et si j'ai un chef qui ressemble à mon aîné ou sur lequel je projette quelque chose fantasmatiquement de l'ordre de l'aîné parce qu'il veut prendre une autorité sur moi, j'ai envie de dire, mes conflits non réglés avec cet aîné-là peuvent m'entraver. Et en même temps, comme toutes les difficultés, comme toutes les entraves, ça peut être aussi une occasion pour dire mais pourquoi ce chef-là ou pourquoi ce collègue me gêne à ce point-là, et donc se pencher sur son histoire du lien fraternel et aller l'interroger et régler. Est-ce qu'heureusement on peut régler à n'importe quel âge ces difficultés, donc effectivement, et dans les couples c'est pareil. Alors dans le couple, j'ai envie de dire, surtout dans le couple parental, si moi j'ai été le cadet, si j'ai été la sœur qui a été un peu négligée par ses parents, parce que c'était surtout le frère aîné qui était le plus important, je peux avoir tendance, quand j'aurai moi à mon tour des enfants, 2 ou 3 enfants, je peux avoir tendance inconsciemment à faire alliance, par exemple, avec ma fille cadette et à lui demander de prendre quelque part une revanche sur son frère, revanche que je n'ai pas pu prendre moi-même. C'est-à-dire que mon inconscient de petite sœur risque de mettre un petit peu de désordre dans le lien fraternel et dans l'organisation du lien fraternel. Oui, donc c'est intéressant d'observer ça, de tous ces jeux, entre guillemets, qui se rejouent justement tout à fait. Après. Il peut y avoir aussi une forme d'alliance quelque part ou de soutien à celui qui paraît peut-être dans la fratrie plus vulnérable
ou plus en difficulté, ou parfois des cadets, par exemple, qui n'osent pas en fait dépasser un aîné parce qu'ils sont peut-être plus brillants sur certains aspects, ils n'osent pas en fait s'exprimer. Tout à fait. Là, ce que vous dites, effectivement, c'est tout à fait vrai. Et alors, on peut donc déjà, il y a par rapport à l'enfant un petit peu plus fragile, ça se voit d'une manière très nette dans les familles où il y a un enfant handicapé, par exemple, où effectivement, on ne mesure pas toujours. Donc on ne prend pas suffisamment soin de ça, des conséquences que cela peut avoir sur l'enfant qui va bien, par exemple. Dans une famille où il y a un enfant handicapé ou un enfant qui mérite ou qui a besoin de plus de soins, l'enfant qui va bien, quelquefois, se sent coupable d'aller bien. Et se sent coupable de demander lui-même du soin. Donc ce sont des personnes qui, quand ils sont adultes, s'aperçoivent qu'ils ont grandi en ne faisant pas de plis, en ne faisant pas de bruit, en n'osant pas exprimer ce qui est important pour eux. Et heureusement, quand ils s'en aperçoivent, ils vont pouvoir travailler sur cette culpabilité, s'autoriser là. Alors ce n'est plus la place qui joue ici, mais c'est effectivement le fait que il y a un enfant et ils le ressentent qu'il y a plus de besoins. Ils lui en veulent, mais ils n'ont pas le droit de lui en vouloir parce qu'on lui demande de l'aimer. Et du coup, ils vont, je veux dire, atténuer leurs propres besoins, leurs propres désirs. Les mettre un peu sous le boisseau. Voilà. Ils ne vont pas oser. Quid de l'enfant unique, rapidement? On n'en a pas parlé parce qu'on parle des fratries, mais... Alors l'enfant unique, comme les familles maintenant sont alertées sur la problématique du lien avec les autres et de l'importance de faciliter le lien avec les autres, en général, les enfants uniques peuvent expérimenter tout ce dont on vient de parler avec des cousins. Les cousins, c'est souvent une fratrie même que l'on choisit, parce qu'on va être plus en affinité avec l'un qu'avec l'autre. Donc, je veux dire, tous les processus dont on a parlé, faire une place à l'autre, apprendre à s'affirmer sans s'écraser l'autre, etc. Tout cela, ils vont pouvoir le voir et le vivre avec des cousins. Ils peuvent le vivre aussi en général, parce que les parents s'arrangent en général pour que ces enfants-là aient beaucoup de copains, de copines, donc de liens. Et c'est vrai que moi, l'expérience que j'ai en tant que psy, quand je recevais les enfants uniques, en général, quand ils étaient petits, jusqu'à 7-8 ans, c'était souvent oh, qu'est-ce que je m'ennuie, j'aimerais bien avoir un compagnon de jeu, etc. Qu'est-ce que c'est pas bien d'être seul. Et en général, à 8-9 ans, quand ils apprécient tout ce qu'ils peuvent avoir, ils disent mais qu'est-ce que c'est bien d'avoir. Ça change. Voilà, ça change. Il y a un revirement. Voilà, c'est un vécu qui effectivement qui ne cesse de se transformer. Après, c'est vrai, quand il y a aussi beaucoup d'écart d'âge dans les fratries, certains peuvent avoir le sentiment d'avoir été enfant unique, jusqu'à 12, 13, 14 ans parfois. Exactement. Il peut y avoir cette sensation-là, mais là encore une fois, toutes les autres expériences par la suite vont pouvoir, j'ai envie de dire, enrichir cette expérience du lien à l'autre. Alors vous avez dit quelque chose de très intéressant juste avant, en disant parfois ils se sentent obligés d'aimer le frère. Là, c'était le frère ou la sœur handicapé ou en tout cas peut-être en difficulté. Mais globalement, est-ce qu'on doit aimer ses frères et sœurs? C'est la grande question qui revient à votre livre sur les trahisons nécessaires. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que souvent, quand je recevais les familles pour une question justement de rivalité, alors peut-être une petite parenthèse, quand le lien fraternel, il se construit. Il n'est pas donné d'avance, d'emblée. Il n'est pas inné. Il n'est pas inné, il se construit. Et du coup, effectivement, quand je recevais les parents, il y avait deux choses que je pouvais dire. C'est effectivement, quand le lien se construit, inévitablement, il y a de la rivalité au départ. Puisqu'il se construit sur des comptes et des règlements de compte au départ, des pertes et des manques, il y aura des rivalités, et on sait que les enfants comptent le bonbon qu'ils ont en plus, le conte qu'on leur a raconté un peu plus, etc. Donc, qu'il y ait des rivalités, c'est tout à fait normal. Le lien se construit à partir des rivalités et au travers des rivalités.
et tout va bien quand les moments de rivalité et de complicité s'alternent et s'égalisent, et sont égalitaires au niveau du moment, donc tout va bien. Donc je voyais toujours ça en premier avec les parents, et quand ça s'équilibrait, je passais à la deuxième question. Effectivement, je me tournais vers l'enfant et je lui disais, mais ton frère ou ta sœur, quelquefois il t'enquiquine, quelquefois t'en as assez, quelquefois tu en as marre de l'aimer, il t'insupporte. Les enfants regardaient les parents, n'osaient pas le dire, et je leur disais, mais dis-le-moi à moi dans l'oreille. Ils disaient, ah oui, j'en peux plus. Ah oui, ça faisait du bien. Et du coup, ça leur faisait du bien. Alors, ce n'est pas facile. Alors, je me tournais vers les parents, mais ce n'est pas facile à un parent de dire, tu n'es pas obligé d'aimer ton frère. Mais les enfants, quand en consultation, je les autorisais à ne pas aimer leur frère ou leur sœur, ça les soulageait. Pour quelles raisons? Alors, je leur disais, il faut le respecter. Bien sûr, il faut le respecter. Ça les soulageait parce que ils perçoivent, c'est surtout l'aîné, il perçoit cette rivalité. Il perçoit aussi ce que j'ai appelé, moi, le fantasme fratricide. Le frère ou la sœur, au départ, c'est un gêneur. On a envie de l'éliminer. Mais on sait que ce n'est pas bien, donc on s'en veut. Alors, quand les parents nous disent... Il y a un conflit, là, oui. Il y a un conflit à l'intérieur de soi, et on se sent méchant. On sait qu'on est une mauvaise personne de vouloir éliminer le frère ou la sœur, et le fait de ne pas l'aimer, on se sent une mauvaise personne. Donc, cette image négative de soi, on va la retourner contre soi. Et on va s'arranger pour être le casse-pied de service, pour être le désobéissant, pour être mauvais à l'école, pour quelque part, c'est l'inconscient qui nous joue des tours comme ça, pour valider qu'effectivement, puisque je n'aime pas mon frère, puisque je n'obéis pas à mes parents, je suis un méchant, et puisque je suis un méchant, je dois me faire punir. Donc il y a une escalade très négative, et quand on autorise les enfants à ne pas aimer son frère ou sa sœur, mais seulement de le respecter, là, j'ai envie de dire, l'enfant ose, on peut les autoriser aussi à le haïr à un moment donné. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, et en général, les enfants comprennent très bien que finalement, c'est 1000 fois mieux de s'entendre, et c'est 1000 fois mieux d'être complice. Donc, cette haine temporaire peut être rapidement dépassée. Elle sera dépassée d'autant mieux qu'on n'impose que le respect de l'autre. Oui, c'est ça. C'est vrai que parfois on voit que le conflit perdure dans le temps. On a tous cette image de frères, de sœurs fâchés, qui se parlent plus depuis 10, 15 ans, 20 ans. Est-ce que c'est important, sauf dans des cas effectivement gravissimes, on peut l'imaginer, mais dans des cas c'est classique plutôt de fâcherie liée à ces rivalités de l'enfance, est-ce que c'est important de cheminer pour comprendre ça et essayer peut-être un jour, sans être collé serré, mais de redevenir en harmonie quand même? Tout à fait, parce que le lien fraternel, quand même, c'est le lien qui me relie à mon histoire, c'est le lien qui me relie à mes origines, et c'est vrai que c'est un lien vraiment très fondateur et très stabilisant à un moment donné. C'est vraiment un lieu ressource. Ouais, donc c'est une souffrance alors d'être comme ça séparé. C'est ça. Je veux dire, quand on peut travailler sur ces rancunes, je crois qu'il faut aussi mettre en évidence une chose, c'est que pourquoi cette souffrance perdure, c'est que dans les contes dont on a parlé tout à l'heure, un cadeau que je n'ai pas eu, un jouet que l'autre a eu, une préférence peut-être que j'imagine que dont l'autre a bénéficié, etc. Les liens fraternels se construisent sur ce que j'ai appelé, moi, une calculette inconsciente. C'est-à-dire que dans la calculette, dans notre inconscient, il y a une calculette où je vais enregistrer ce que je n'ai pas eu et ce que l'autre a eu. Et on sait que la souffrance vient justement de ce qui n'est pas advenu. Donc cette souffrance a un poids psychique important, beaucoup plus lourde même que ce que je reçois. Et du coup, ça reste. Si je n'y travaille pas, cet inconscient, cette calculette inconsciente va m'entraver. Et du coup, va me faire même aussi avoir le sentiment tout au long de ma vie que le compte n'y est pas. Et peut me donner une coloration très négative de mon existence. Donc effectivement, on a intérêt à aller piocher dans nos relations fraternelles de notre enfance et aller effectivement alléger cette calculette inconsciente pour finalement voir que les parents ont fait ce qu'ils ont pu faire et ne pas en vouloir au frère ou à la sœur s'il a pu être mieux aimé que nous, pourquoi pas. On a 1001 autres façons dans notre existence ou autres possibilités de rencontre dans notre existence pour affirmer ce que l'on est. Bien sûr. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que
Est-ce que c'est lié aussi à la figure parentale, c'est-à-dire la façon dont les parents eux-mêmes ont vécu leur propre fratrie et le regard, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, en disant je peux rejouer ce que j'ai vécu effectivement avec mon frère aîné qui était le préféré sur la projection de mes enfants et donc leur envoyer ce poids transgénérationnel. C'est clair. Là aussi, tout à l'heure, quand je disais qu'il faut une égalité dans les moments de partage, de complicité, et dans les moments de rivalité, quand ça s'égalise, tout va bien. Quand la rivalité, les disputes, vraiment l'agressivité très forte et constante prend le dessus, c'est souvent qu'effectivement quelque chose de la fratrie, du lien fraternel des parents se rejoue inconsciemment. Ou alors aussi parce que, dont on a parlé tout à l'heure, je n'ai pas eu ma place, donc je vais instiguer, comme on dit en psy, sans m'en rendre compte, je vais autoriser un de mes enfants auquel je m'identifie à prendre le pouvoir sur l'autre. Mais sans m'en rendre compte, c'est inconscient. Mais si on s'aperçoit que justement un enfant est constamment dans la bagarre par rapport à l'autre, oui. Je crois qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que j'ai à régler moi dans mon histoire de frères et sœurs pour ne pas demander à mon enfant de le régler à ma place. S'il peut y avoir aussi des conflits dans le couple. Si moi j'ai l'impression que je n'ai pas ma place dans le couple, je peux aussi demander à l'enfant par rapport auquel je m'identifie d'aller régler des comptes dans la fratrie. C'est-à-dire la fratrie devient la scène sur laquelle des conflits de couple vont se jouer. Et du coup, voilà. Et quand même, ce qu'on n'a pas dit aussi au niveau de l'importance du rôle parental, je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, ce fantasme fratricide, si vous voulez. J'ai vraiment reçu beaucoup d'enfants, mais même on l'entend constamment, des aînés qui disent on devrait renvoyer ce bébé-là à la clinique ou je le mettrais dans la poubelle. Donc c'est ce que j'ai appelé le fantasme fratricide. Oui. Le parent... justement, c'est important pour l'évolution de la fratrie. Les parents ont un sacré rôle à jouer. Ils doivent imposer ce que j'ai appelé le surmoi fraternel, c'est-à-dire tu ne tueras pas, évidemment, psychiquement, ton frère ou ta sœur. Tu le respecteras. Et plus ce surmoi fraternel aura été intégré, et c'est plus important que l'amour. C'est plus important. Oui, tu dois le respecter même si tu n'es pas obligé de l'aimer. Voilà, c'est ça. Et donc ce surmoi fraternel, plus il sera intériorisé par les uns et par les autres, moins il aura de risque d'exploser au moment des héritages, par exemple. Ah oui, dont on parlera dans notre série. Voilà. Dans pas très longtemps, suivez-nous, parce qu'effectivement, l'héritage, toute une grande question qui va cristalliser tous ces sujets d'amour, à nouveau. Alors, dans cette série, on essaie de tenir un timing en moins de 25 minutes. On arrive à la fin. Juste 2 dernières questions. La première, c'est parfois il existe aussi dans certaines familles des fusions fraternelles où le frère et la sœur forment presque une forme de couple, alors pas sexué, mais quand même il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout à fait, tout à fait. Il y a un sentiment de très grande proximité, justement là presque de grande complicité, où effectivement le frère ou la sœur représente... De gémellité presque. De gémellité presque. Oui. Et ça c'est vrai, on parlait tout à l'heure d'écart d'âge. Moi j'ai souvent aussi rencontré des enfants qui avaient 2-3 ans d'écart, 2 ans, et qui étaient aussi élevés comme des jumeaux, si vous voulez. Et ça peut être très angoissant, parce que justement, ce qu'on n'a pas dit, donc justement cette complicité qui peut rassurer les parents, qui peut être charmante, qui peut être facile aussi, facilitante pour plein de raisons, parce que c'est agréable de voir ses enfants, peut poser des problèmes. Vous voyez, ce n'est jamais simple. Quand tout va bien, ça pose des problèmes. Quand tout va mal, on peut tout régler. Donc voilà. Donc effectivement, peut poser des problèmes parce qu'il n'y a pas justement suffisamment de différences identitaires. Et ça peut être angoissant. Ça peut être angoissant, et justement, quand l'un des deux va trouver une amoureuse ou un amoureux, va quitter le foyer familial et va partir, le frère ou la sœur qui reste considère ça vraiment, vit ça comme une très grande trahison et se sent vraiment délaissé, comme abandonné. Oui. Et donc ça peut se retourner en son contraire, et il peut y avoir là aussi une haine, une violence. On en veut beaucoup à l'autre, finalement, de nous lâcher. Et on en veut à l'amoureuse ou à l'amoureux du frère ou de la sœur. On retrouve ça aussi chez les jumeaux ? On retrouve ça, mais moins, parce que j'ai envie de dire vraiment... alors, il y a la question de la différence, bien sûr, mais j'ai envie de dire, ça fait partie de leur identité, cette difficile. Voilà. Mais le départ, non, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même
une conscience ou une préconscience que le lien, parce qu'ils sont jumeaux, tiendra de toutes les manières. Ce qui n'est pas le cas quand il y a un écart de 2 ou 3 ans. On ne sait pas si le lien va continuer à durer. Très bien. C'est vrai qu'on n'a pas traité le cas plus particulier de la gémellité, mais ça ferait peut-être l'objet d'une émission à part entière qu'on n'a pas prévue pour l'instant dans cette série, une autre fois. Alors, comme vous êtes agrégée de philo, Nicole Prieur, un philosophe qui nous éclaire sur le sujet, dans cette série, on s'intéressera, juste une petite phrase avec quelqu'un qui peut nous donner un éclairage ou peut-être une ressource supplémentaire qu'on pourrait aller consulter. Alors, comment ne pas évoquer... Oui, c'est ça. Alors, allez-y. Un de mes maîtres à penser, Emmanuel Lévinas, qui a beaucoup travaillé sur l'altérité, justement, qui nous a enseigné dans ses livres comment accepter la différence de l'autre, comment être interpellé, et parce que c'est ça l'altérité, c'est être altéré par l'autre, c'est-à-dire accepter aussi que l'autre me transforme. Non pas me dérange, mais me transforme, et du coup devenir un peu plus haute grâce à l'autre. C'est vraiment cette synergie entre les deux. Alors, les livres de Lévinas ne sont, à mon sens, ils sont pas si difficiles que ça, mais quand même, il y en a un Entre nous, qui s'appelle Entre nous, donc qui dit son titre, et je pense alors, il y a 2 choses. On peut lire un livre de philo en acceptant l'idée, et ça m'arrive à moi aussi, de lire plusieurs pages, de ne rien comprendre, et d'avoir tout d'un coup une phrase qui vous éclaire, et là c'est merveilleux. D'accord. Parce que ça nous fait c'est bien de le donc dire. Voilà. Donc ne soyez pas déroutés. Et il y a une philosophe qui a fait des introductions à Lévinas et à d'autres. Alors, je n'ai plus son nom en tête, mais on pourra le noter. D'accord. Il y a des livres de vulgarisation, donc faits par une philosophe excellent. Je crois que je risque d'écorcher son nom. Donc, on le dira tout à l'heure sur... Oui, on le mettra en lien. On le mettra en lien. Voilà. Mais c'est vrai que de toute façon, on retrouve aussi cette idée de la relation, évidemment, dans vos livres, et notamment ceux que j'ai cités en introduction, le petit règlement de compte en famille, la famille, l'argent, l'amour. Très bien, merci Nicole, on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.